vient des Liards et qui passe par Brousse et qui rejoint donc la plaine. Sur Liard et Condat. Et puis ensuite, eh bien, on part sur Échambly, etc. Hein? Plus loin après, Ambert, voilà, c'est ça. Et donc, elle est au confluent de plusieurs routes. Et Condat veut dire confluent. Montboissier, alors Montboissier, c'est par là-bas. Et en fait, Montboissier, eh bien, ça veut dire, c'est mont, donc comme montagne, hein, colline, et Buxerius, qui est le nom du, en latin, de buis. Du buis. Donc c'est le mont au buis, parce qu'il y avait plein de buis ici. Ça paraît étonnant, mais à une certaine époque, il y avait du buis. Et donc, c'était un château féodal qui a été construit, qui a été érigé donc, sur le mont au buis. C'est par là-bas, en fait. Et c'est maintenant ce château qui a été construit à la fin du 11e et 12e siècle, fin du 11e, début 12e, il a été construit, maintenant il fait partie de la commune de Brousse. Hein, parce qu'à l'époque, les communes, elles n'étaient pas réparties comme aujourd'hui. C'était pas du tout même. Ringarde était la mère de Pierre le Vénérable qui était l'abbé de Cluny. Donc en fait, c'était vraiment quelqu'un de très très important. Ringarde, à la mort de son mari, Maurice, qui a d'ailleurs été enterré à Soxillange, parce que Soxillange était la nécropole des princes, en tout cas des seigneurs, des environs. Et il a donc été enterré à Soxillange. Et à sa mort, Ringarde a décidé de se vouer à la vie religieuse. Et elle est devenue, ses enfants l'appelaient la bienheureuse. Alors bienheureuse, on est bienheureux et bienheureuse, c'est juste avant la sainteté. C'est quelqu'un qui vraiment était très, c'était presque une sainte, qui était vraiment dévouée aux gens et qui avait une forte spiritualité. Et elle est entrée au couvent de Marcigny. Et là, vous savez, quand on est dans un couvent, enfin, vous savez peut-être pas, moi je l'ai appris, mais parce que bon, maintenant on n'entre plus au couvent beaucoup, eh bien, on a des fonctions. Hein. Et alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est que cette Ringarde, la fonction qu'elle a occupée au couvent de Marcigny, c'était la fonction de Marthe. Vous savez ce que c'est la fonction de Marthe? C'est la fonction d'intendante, de cellière. La Marthe. D'intendante, elle était intendante Marthe. Et alors moi je me suis imaginé, je me suis dit, bah tiens, peut-être que chez Marthe, notre restaurant qui est fort connu dans la région, peut-être que c'est pour rendre hommage à cette dame qui vraiment était très très charitable. Peut-être que c'est peut-être une façon de lui rendre hommage parce que elle faisait la cuisine, elle a appris à faire la cuisine. Alors que cette dame, c'était quand même une châtelaine qui avait assez... Ben non, elle faisait la cuisine pour tout le monde, elle a appris à le faire. Et donc chez Marthe, eh bien, c'est un... Je me suis dit peut-être que c'est en souvenir de cette Ringarde. Mais je pense pas. Oui. Mais moi, j'ai trouvé quand même ça intéressant. La marche m'est nécessaire pour mettre la pensée en mouvement, libérer l'esprit, le souffle, concentrer mon attention sur les choses du dehors comme du dedans. Je marche et ce faisant l'écrit se tricote, se tisse, se trame dans les empreintes de mes pas. La tête dans les nuages,
Je ne vois pas ceux qui s'amoncellent menaçants au-dessus de ma tête. Plic et ploc, et ploc et plic et ploc, et tic et toc et tic et tac et toc, et plic et ploc et tic et toc, une goutte, 2 gouttes, et puis beaucoup de gouttes. Une pluie torrentielle me remet la tête sur les épaules. Je presse le pas, je cours, là-bas, une grange. J'entre pour me mettre à l'abri. Dehors, c'est un véritable déluge. Dans la grange, il fait sombre et ça sent la paille moisie. Ça me rappelle quand j'étais petite, l'odeur de la fenière chez mes grands-parents. J'y passais des après-midi entières pour dénicher les portées de chatons et les soustraire au sort que leur réservait mon grand-père. Dehors, il pleut toujours, de plus en plus fort. Dedans, il fait sombre. Mes yeux apprennent à voir ce noir rayé d'éclats poussiéreux de lumière grise. Je vais être coincée là pour un bon bout de temps. Alors, autant m'installer le plus confortablement possible pour attendre l'accalmie des cieux. Près de la minuscule fenêtre s'entasse un fatras d'objets datant très probablement de la plus haute antiquité. Chaises à 3 pieds, panier crevé, seau cabossé, caisse déplanchée, bouteille fracassée, marteau démanché, râteau édenté, tabouret. Un tabouret à traire, plein de poussière. Voilà qui fera bien mon affaire. Dehors, il pleut encore et encore, et encore et encore et encore et toujours. Dedans, je m'assois. Sur le sol de terre battue, gît les trésors d'un tiroir renversé. Chapelet, boutons, clous, montre à gousset, dés à coudre. Dés à coudre, tout rouillé. Et puis, un cahier d'écolier. Inspectons un peu les pleins et les déliés. Dehors, pluie. Dedans, j'ouvre le cahier. L'écriture est maladroite, mais appliquée. En tout cas, ce n'est pas celle d'un apprenti écriturier. Dehors, la pluie faiblit. Dedans, je lis. Avons emménagé ce jour, après avoir quitté la famille d'Antoine à regret. Mettons les bouchées doubles depuis l'arrivée du Petiot pour transformer l'atelier de Toine en un bon foyer. Il l'a construit avec les pierres qu'il sort tous les jours des champs qu'il laboure. On dirait qu'ici, la terre ne fait que pousser des pierres. Les voisins de la famille du Toine nous ont prêté les bœufs pour déménager, le peu que nous avons. Il m'a mise aussi dans le tombereau avec mon petit Myrtille. Le chemin était trop long pour ses petites jambes. Faire ripaille pour remercier les voisins. Il reste encore du petit salé. Je pourrais bien faire une bonne potée. Demain, je commencerai le potager. Planter choux, betteraves, pommes de terre, ail et oignons. Myrtille est tout badabé devant les fourmis et en écoutant le chant des oiseaux qu'il essaie d'imiter. Il n'a pas encore dit un mot. Pourtant, des sons sortent de sa bouche, mais il ne parle pas notre langue. Oh, qu'est-ce qu'on fera d'un petit muet? Dehors, la pluie s'est arrêtée. Dedans, l'histoire de Myrtille commence à se tisser. Alors, pendant que Myrtille grandit, nous on va marcher un peu plus, puis on le retrouvera quand il sera plus grand. Vous avez de l'eau? Et là, l'artiste a soif, alors regardez. Oh non, bah, c'est l'élixir de la sorcière, hein, je vous préviens. C'est de l'eau de vie. Ah, ouais. Oh, la sorcière, c'est de l'eau de mort. C'est pour ça qu'elle parle tant après. On peut plus l'arrêter. Du gaz. Ouais, mais alors, avec cette chaleur, tu dis ça. Le gaz, ça durait 5 minutes et après... Pas pour 8 jours. Non. Même pas pour 5. Églou, églou. Et là, j'ai une vue plongeante sur Lise. Oh, Jacques. Ah, écoute, Oh, Jacques. Hein. elle m'a Bah, dit, Jacques, en fait, ça y est, bah, elle va être contente. elle m'a dit, on est en pleine nature. On est en pleine nature et Jacques, en fait, il filme les seins de sa voisine. Ah non, non. Il a bien porté comme d'ici à, je sais pas moi, à l'arbre là-bas, quoi.
Là, quand on a été vers une croix, la galipote s'est ôtée. Cette pauvre femme a tellement eu peur qu'elle n'a pas pu s'en remettre. Mais alors vraiment pas. Elle était enceinte. En arrivant chez elle, elle a eu une fatigue, mais alors une telle fatigue qu'elle en est morte. Cette galipote trottait de tous les côtés. Les gens essayaient bien de lui mettre les chiens derrière, mais les chiens ne voulaient pas l'aboyer. Ils se cachaient même au contraire. Sitôt qu'on entendait le moindre rien, tous les chiens étaient sur pied et de chez eux cherchaient à la voir passer. Mais elle suivait toujours l'ombre, cette galipote. À peine si on apercevait quelque chose de noir qui courait. À force d'ennuyer les gens, il y en a un qu'on appelait Benoît Chevalier qui a dit comme ça. Il était très dévot. Faut que j'essaie de l'attraper. On dit que c'est un tel. J'aimerais le savoir. Et oui, parce qu'ici, les gens, ils peuvent se transformer en bêtes. On le sait bien. Il y en a qui font des loups-garous, il y en a qui font les galipotes, et d'autres, on ne sait pas trop. Et on sait bien que ça peut être des gens du village. Ça, on le sait. Vous savez ça? Ici, il y en a un. Et il y en a encore. Ouais. Hein? Alors, à partir de là, il a été trouvé, le prêtre, il lui a demandé s'il voulait bénir les balles. Bah, ma foi, le prêtre lui a béni ses balles. Et puis, cet homme s'est caché à un endroit où il savait que la bête noire passait souvent. Alors, il s'est mis à la fenêtre, a chargé son fusil de ses balles bénies, et quand elle a passé, il a tiré sur elle. On n'a pas su ni vu tomber, ni rien. Mais le lendemain, la personne qu'on doutait, s'est mise au lit. Elle est morte. La bête, on l'a pas vue tomber. Mais la personne qu'on pensait que c'était elle, la galipote, creba. Mais pas tout de suite. Le problème, c'est que, elle est restée longtemps malade. Et même qu'elle voulait pas mourir. Non. Alors, j'avais écouté dire qu'on avait été obligé pour la faire mourir de lui mettre un joug de bœuf sur la tête. Bon, il y a à peu près 40 ans de ça. Cet homme, on l'appelait le Simeon. Il avait une femme qu'on appelait la Bigue. La Bigue, pas parce que c'était une chèvre, mais parce qu'elle boitait. Et ils n'avaient pas d'enfants. Et à partir de ce jour, quand le Simeon est mort, la bête, on l'a plus vue. On a des histoires comme ça. Mais ça n'a pas été tout. Parce que quand il est mort, il a continué à en faire voir toutes les couleurs à sa femme. Dans la maison, on entendait du potin, on voyait des bougies, je sais pas quoi, des lumières à toutes les fenêtres. Quand la Bigue rentrait, elle se fermait à clé tant elle avait peur. Bah ouais, la pauvre, tu m'étonnes. Lui, il ouvrait tout. Mais tout partout. Si elle sortait en fermant les portes, quand elle rentrait, tout était encore grand ouvert. Oh, cette femme n'était pas mauvaise personne. Mais lui, le Simeon, c'était un homme qui lui en avait fait voir, mais de toutes les couleurs. Pauvre femme. Quel joueur. Quand elle en a eu assez d'endurer, la nuit, elle entendait du bruit, des chiens qui se promenaient. Elle va chercher une vieille fille. Alors, il paraît qu'elle vit encore. Moi, je suis pas sûre, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle a été écrite, cette histoire. Donc, à mon avis, elle vit plus. Et qui avait le renom de pas être peureuse. Parce que elle avait vraiment très très peur. Et donc, elle est allée chercher cette vieille fille, pour dormir avec elle. Et elle lui a dit comme ça. Écoutez, vieille fille, tant que vous entendez du potin, bougez pas. Mais si vous l'entendez, lui, rentrez dans la chambre. Vous lui demanderez ce qu'il veut. S'il vient de la part du bon Dieu, de parler. Et s'il vient de la part du diable, de se retirer. Donc, cette personne fut donc couchée la nuit. Elle a entendu du bruit, puis ça s'est avancé. Elle s'est montée dans la chambre. On voyait qu'une ombre noire. On ne pouvait pas savoir quelle forme ça avait.
finalement, pleine d'amertume et de reproches, la femme tourna le dos, quitta la maison et s'en alla vers l'est, vers le soleil levant. L'homme s'assit seul dans sa maison. Comme le temps passait, sa solitude devint lourde et sa colère le quitta pour faire place à un terrible désespoir et à un grand chagrin. Il commença à pleurer. Un esprit entendit cet homme pleurer et eut pitié de lui. Il se transforma alors de manière à ce que l'homme puisse le voir et lui parla ainsi.